Et la publicité utilise évidemment les méthodes de la propagande, c'est-à-dire la simplification, la répétition. Vous allez voir 3 fois de suite le même message qui va arriver. Avant, après, bing, bang. Bonjour Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Guillaume. Ravi de vous accueillir. Alors vous êtes un habitué notamment de la matinale et c'est votre première dans les studios de Radio Frontières. Oui. Et je suis absolument une bonne découverte. Je suis absolument ravi de vous accueillir. On va parler de votre ouvrage, je le disais, La société de propagande. Alors j'ai fait mes devoirs, j'ai préparé une petite introduction pour vous qualifier. C'est évidemment non exhaustif, tant votre vie est bien remplie, cher Jean-Yves Le Gallou. Vous êtes énarque, essayiste, président de Polémia et cofondateur de l'Institut l'Iliade. Vous êtes notamment l'auteur chez Via Romana de La tyrannie médiatique du dictionnaire de 9 langues et d'Européen d'abord, un essai sur la préférence de civilisation et du manuel de lutte contre la diabolisation aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors j'ai préparé une petite introduction sur tout votre parcours et sur ce qui vous qualifie un petit peu, parce que identitaire, s'il y a un mot qui vous définit, Jean-Yves Le Gallou, c'est bien celui-là. C'est d'ailleurs le titre que vous avez donné à vos indispensables mémoires intitulées Mémoire identitaire, paru cette année aux éditions Via Romana. Vous avez la mémoire dans la peau, la vôtre et la nôtre, à la tête de Polémia, des bobards d'or, 10 médias sur TV Liberté, et cofondateur et pilier de l'Institut l'Iliade. Vous êtes partout, même si cette formule n'a pas toujours bonne presse. Ancien énarque, vous avez depuis longtemps quitté le confort des institutions pour le maquis de la dissidence. Au fil des ans et des combats, vous avez théorisé la préférence nationale, puis la préférence civilisationnelle, et une méthode, la métapolitique comme sport de combat. Toujours à l'avant-garde, je crois même que vous préparez pour le prochain colloque de l'Institut Iliade un livre consacré à la remigration. Mais nous ne vous recevons pas aujourd'hui dans le cadre de notre émission Trait d'Union pour cela, mais pour un livre, un petit par la taille, mais certainement pas par le sujet qu'il aborde. Un livre à mettre entre toutes les mains militantes, La société de propagande, manuel de résistance au goulag mental, paru en 2022 aux éditions de la Nouvelle Librairie, où en observateur lucide de la fabrique du consentement, vous décortiquez les mécanismes omniprésents de la propagande à lire comme un antidote. Est-ce que ça vous convient ? Parfaitement. Bon, écoutez, merveilleux, on va tout de suite rentrer dans le vif de sujet, vous montrer que la propagande n'est plus un instrument de pouvoir parmi d'autres, mais le cœur battant de la société moderne. Pourquoi ? Pourquoi ? Aujourd'hui, le pouvoir n'a plus tous les moyens de coercition qu'il a pu avoir par le passé. Quand on pense aux sociétés totalitaires, on pense notamment à l'Union soviétique, et l'Union soviétique avait le goulag. Bon, aujourd'hui, objectivement, il n'y a pas de goulag. Enfin, si, il y a un goulag mental. Le goulag mental, c'est la propagande. On en sert les individus, les groupes, dans un faisceau de propagande dont il est difficile de s'échapper. Qu'est-ce qu'il y a dans la propagande aujourd'hui ? Il y a un ensemble de moyens. Ça commence pratiquement à la crèche, en tout cas à l'école, avec l'éducation nationale qui instruit peu, mais propagandise beaucoup. Et puis, vous avez la propagande d'État, vous avez la publicité, vous avez les chartes d'entreprise, vous avez le divertissement, tout ça, vous avez la publicité, tout ça vise à faire imposer la doxa dans les têtes. Et une fois que la doxa est dans les têtes, que le goulag est à l'intérieur du cerveau, vous n'avez plus besoin du goulag physique. Cette dichotomie, ce parallèle entre le goulag physique et imagé, mental, est extrêmement intéressant. Quand a commencé cette bascule vers ce goulag mental, qui n'est plus du tout ou plus seulement l'apanage des régimes totalitaires, mais la matrice même de la démocratie occidentale ? Est-ce qu'on peut essayer de le situer un petit peu d'un point de vue chronologique ? Alors, je crois que ça s'est fait progressivement. Je crois que la bascule, c'est à partir des années 60-70, où il y a une montée en puissance des moyens de propagande. Avec notamment la publicité, et puis le développement des médias. Si vous voulez, le temps que les gens passent aujourd'hui devant un écran, quel que soit d'ailleurs
la forme de l'écran et ce que fournit l'écran est beaucoup plus important qu'avant. Hein. Et par conséquent, on est soumis beaucoup plus qu'avant à des messages qui viennent de l'extérieur et des messages qui très souvent vont dans le même sens, parce que c'est dans le sens du pouvoir économique, c'est dans le sens du pouvoir idéologique, c'est dans le sens du pouvoir politique. Alors, on l'a vu, hein, vous parlez d'un goulag mental, le mot est quand même extrêmement fort en termes de sémantique en tout cas. En quoi la censure contemporaine est-elle plus redoutable que celle des totalitarismes ? Alors, elle est plus hypocrite. Et si Oui, vous voulez... moins assumé. si vous écoutez, parce que ça m'arrive quand même assez souvent, si vous écoutez une radio de service public, pardon de ne pas être sur les radios dissidents, parfois, vous écoutez une radio de service public, ils vont vous parler de la censure. Ouais, bien sûr. Ils vont vous parler de la censure aux États-Unis avec Trump. Ils vont même trouver moyen de vous expliquer qu'il y a de la censure contre la gauche en France. Et donc, on crée un leurre alors qu'on impose une censure extrêmement polymorphe. Il y a la censure, d'ailleurs, on peut dire qu'il y a une censure officielle, à savoir l'ARCOM. L'Agence de régulation des communications, elle fait de la censure. Quand elle a supprimé à C8 son autorisation d'être sur la TNT, elle a fait de la censure. Ça s'appelle de la censure. Voilà. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on est dans la novlangue. La novlangue est un des éléments de la société de propagande. Et donc, on ne fait pas de la censure, on fait de la régulation. Voilà. Et regardez, M. Macron a expliqué qu'il fallait réguler Internet, réguler les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire réguler ? Ça veut dire supprimer ce qui ne vous convient pas. Et l'ARCOM, d'ailleurs, est bien plus véhémente à l'égard de CNews, plutôt que le service public. Le service public, ils sont d'ailleurs payés par nos impôts, là où CNews est une chaîne privée, c'est-à-dire qu'il y a une dissonance cognitive absolument remarquable de la part de l'ARCOM, qui est extrêmement véhémente à l'encontre d'une chaîne privée, alors que l'argent des Français finance des chaînes du service public, que ce soit à la radio ou à la télévision, qui passent leur temps, finalement, à cracher sur tout ce qui est de droite ou toutes les personnes qui ont un tant soit peu de considération pour la France. Oui, mais vous savez, on appelait à un moment le CSA, auquel l'ARCOM a succédé, on l'appelait le gendarme de l'audiovisuel. Voilà. Il y avait même un de ses membres qui avait fait un jour un sketch où il se présentait en gendarme. Ça avait un peu choqué. Un gendarme, qu'est-ce que ça fait un gendarme ? Ça fait respecter l'ordre. Et que fait l'ARCOM ? L'ARCOM, gendarme de l'audiovisuel, fait respecter l'ordre politiquement correct. Voilà, l'ordre moral politiquement correct, fait respecter la doxa. Donc, le service public, il est financé par le contribuable, mais il va dans le sens de la doxa, donc il n'y a pas de problème. En revanche, les chaînes privées qui mettent en cause la doxa ou qui ne respectent pas la doxa, alors là, elles sont dans le collimateur. Et la censure, évidemment, c'est déterminant, parce que l'idéologie dominante, elle ne peut s'imposer qu'à condition d'être omniprésente dans les esprits et à condition de ne pas être contestée, de ne pas être confrontée à des opinions contradictoires, de ne pas être confrontée au réel. Alors pourquoi avoir choisi ce titre si fort, hein, la société de propagande, comme si la propagande était ce qui définit le mieux le cœur même de notre société ? Alors, est-ce que c'est la propagande qui définit le mieux le cœur de notre société ? Je ne sais pas, mais c'est la propagande qui permet à l'idéologie dominante de se répandre. Voilà. Et c'est la propagande qui permet qu'on soit en permanence dans le déni de réalité. C'est la propagande qui permet le développement du wokisme, par exemple. Sinon, on dirait très rapidement, mais voilà, ça n'est pas possible. Alors vous partez d'Édouard Bernay, hein, le neveu de Freud, l'auteur de Propaganda. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet homme, histoire de contextualiser que nos auditeurs aient quelques cordes à leur arc ? Alors, Bernay a écrit un petit livre, effectivement, dans les années 20, qui s'appelle Propaganda. Il a écrit en anglais, en américain. Ça a été traduit, c'est traduit. Je recommande vivement la lecture. D'abord, c'est petit, c'est court. Et ça va tout à fait à l'essentiel. Alors, qui était Bernay ? Bernay était un spécialiste des relations publiques
aux États-Unis dans les années 1900-1920. Et il a écrit son livre un peu plus tard sur la base de son expérience. L'expérience de relations publiques, qu'est-ce que c'est? Au fond, on dirait aujourd'hui un agent d'influence par les campagnes qui l'inspiraient, par les publicités aussi qui l'inspiraient. Et cette influence, il l'a exercée dans deux domaines. Le domaine privé, en faveur d'un certain nombre d'industries. Je vous donnerai un exemple précis d'ailleurs, d'exemple d'influence et de l'efficacité que ça peut avoir. Et puis aussi dans le domaine public, puisqu'il a contribué à préparer l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. Vous savez que lors des élections américaines de 1916, le candidat Wilson, qui était à nouveau candidat à la succession de mandat, a fait campagne pour la paix. Ouais, c'est bon. Fait campagne pour la paix, et il a fait entrer les États-Unis un an après dans la guerre. Parce qu'un navire a été touché par un missile. Il fallait évidemment préparer une torpille. On n'avait pas des missiles. Une torpille d'un sous-marin. Voilà, torpille d'un sous-marin. Bon, mais si vous voulez, après, il y a eu la mise en scène de l'événement, évidemment. Et donc, il a fallu retourner l'opinion publique américaine sur ce sujet tout à fait essentiel. Un peu comme à Pearl Harbor quelques décennies plus tard. Un peu comme à Pearl Harbor quelques décennies plus tard, ou dans le golfe du Tonkin, mais là, c'était vraiment une manipulation, puisque la guerre du Vietnam a commencé quand les Américains ont expliqué qu'ils avaient eu un de leurs navires de guerre qui avait été attaqué par des petits bateaux vietnamiens. En fait, c'était absolument pas le cas, mais c'est ce qui a permis le déclenchement de l'entrée, de l'escalade des États-Unis dans la guerre du Vietnam, comme les fioles présentées à l'ONU par Powell, absolument Powell. ont permis, ont facilité l'entrée en guerre contre l'Irak. Je le dis aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que le seigneur de la guerre, Dark Vador, Dick Cheney, est mort, et il avait utilisé lui aussi ces techniques de manipulation. Un des rares moments de lucidité de Dominique de Villepin à l'époque. Oui, absolument. Et maintenant, il est à la fête de l'UMA, Dominique de Villepin. Vous voyez, il vit là-dessus, d'ailleurs, Dominique de Villepin, c'est assez extraordinaire. C'est absolument vrai. Il vit sur un beau discours. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un beau discours, on ne va pas le dire de ça. Il a beaucoup capitalisé quand même. Bon. Maintenant, il capitalise sur le Qatar. Bon, oui, ça aide quand même le Qatar. Oui, le Qatar, c'est pas mal. Restons sur Édouard Bernays, cher Jean-Yves Le Gallou. Comment ce père du gouvernement invisible a-t-il jeté les bases de notre monde publicitaire et politique ? Eh bien, par le croisement des techniques de marketing et d'influence et de publicité. Je vais vous donner un exemple. Les gens qui vendaient du tabac dans les années 1900, on va dire, les grandes firmes de tabac, ne vendaient du tabac qu'aux hommes. Et ils se sont dit, les hommes, c'est la moitié de la public, la moitié du public, la moitié de la consommation. Si on vendait aussi aux femmes, on doublerait notre marché. Et donc, ils se sont dit, il faut amener les femmes à fumer. Et comment on amène les femmes à fumer ? Eh bien, tout simplement en finançant des associations féministes. Il y avait à l'époque les premiers combats féministes, il y avait ce qu'on appelait les suffragettes. Les premiers combats féministes, on les a approchés, et puis on a dit, on va vous aider, on va vous donner un peu de moyens pour mieux vous faire connaître. Mais il faudrait avoir des photos où les femmes fument. Ouais. Et on a vendu l'idée, à ce moment-là, on est dans les années 1900, on a vendu l'idée, la femme libre, la femme émancipée, la femme féministe, en quelque sorte, elle fume. Et on a fait passer le tabac d'une consommation exclusivement masculine. Il y avait même à l'époque, dans les salons bourgeois, ou dans les clubs, ou dans les appartements, il y avait le fumoir, où il n'y avait que les hommes. Voilà. Et on a passé le goût du tabac, en quelque sorte, aux femmes, pour doubler le marché. Voilà.
Et donc, vous voyez là que c'est pas C'est un seulement exemple la criant. publicité, c'est aussi des actions d'influence qu'il peut y avoir. Alors aujourd'hui, ça s'est beaucoup, beaucoup développé quand telle ou telle personnalité sportive ou culturelle va prendre telle ou telle position politique, ou va dire par exemple qu'elle est no kids, eh bien, elle exerce de l'influence. Alors la publicité, dites-vous, est devenue la catéchèse de notre temps. Quelle anthropologie produit-elle? Bah, elle produit d'abord l'anthropologie qu'elle produit, c'est l'anthropologie du consommateur, puisque l'objectif de la publicité, c'est de faire Hum, consommer. hum. Donc ça, si vous voulez, quel que soit le produit, à la limite, même un produit peut être très bon, mais l'objectif de la publicité, c'est de faire consommer. Ça, c'est transproduit, si je puis dire. Et donc, c'est pas tout à fait neutre. Et la publicité, aujourd'hui, ça représente environ 2% du PIB, 2% de la richesse produite, sert à influencer les esprits. Mhm. Donc, c'est quand même Ouais. extrêmement puissant. Mm. Et la publicité utilise évidemment les méthodes de la propagande, c'est-à-dire la simplification, la répétition. Si vous regardez des publicités sur les chaînes commerciales, enfin, y compris d'ailleurs nos amis de CNews, vous allez voir 3 fois de suite le même message qui va arriver. Avant, après, bing, bang, sur le service public aussi quand il y a de la publicité. Donc, il y a la simplification, la répétition et l'orchestration, puisque ça arrive de partout. Vous allez pouvoir avoir la même publicité. Par exemple, pour Ma Prime Rénov', vous allez l'avoir sur le service public, sur BFM, sur À la radio aussi. CNews, à la radio. Donc, dès que vous branchez, sauf si vous êtes dans des zones libres de publicité, c'est-à-dire aujourd'hui les médias alternatifs, mais qui représentent quand même une niche importante en progression, mais une petite niche par rapport à l'ensemble de ce que consomme l'opinion, vous êtes matraqué. Et puis il y a un autre angle dans la publicité, c'est le slogan, Jean-Yves Le Gallou, hein, parce que vous parlez dans votre ouvrage d'un règne du slogan. Alors comment ce nivellement du langage prépare-t-il le nivellement des consciences? Bah, si vous voulez, c'est très simple. Ça vise. Alors, je vais prendre un autre sujet qui est par exemple celui du réchauffement climatique d'origine anthropique catastrophique. C'est répété. Pourquoi ça marche? Parce que ça aussi, c'est répété à l'infini. Vous avez des chaînes de télévision, rien que le titre. Avant, il y avait la météo. Ouais. Maintenant, c'est météo-climat. Ouais. Tac, tac. Ouais. C'est-à-dire, quand il fait chaud par rapport aux moyennes de saison, c'est du réchauffement climatique. Ouais. Quand il fait plus froid par rapport aux moyennes de saison, c'est du dérèglement climatique. Ouais. Tac, tac. Et puis les couleurs très rouges, très vives. Et alors, les couleurs très rouges, il fait 25 degrés ou s'il fait 28 degrés à Nice au mois de juillet, c'est pas absolument extraordinaire. Ouais, bien sûr. Rouge, bien sûr. Ça marque les esprits, si vous voulez. Et vous ne pouvez pas y échapper. Vous ne pouvez pas y échapper. Puisque c'est répété de manière constante, c'est simplifié, c'est sous forme de slogan. Et en plus, si vous êtes critique, vous allez être censuré parce que vous êtes un négationniste du climat. Ouais, bien sûr. Et alors là, c'est pas bon du tout pour vous. Vous évoquiez les 5 règles de la propagande moderne: simplification, caricature, répétition, transfusion et unanimité. Quelle est aujourd'hui la plus redoutable? Alors, la plus perverse, c'est la transfusion. Alors, faut nous expliquer. Hein. Alors, je vais vous expliquer. La transfusion, qu'est-ce que c'est? Vous partez d'une opinion qui est couramment acceptée par une majorité de gens pour amener
à l'opinion vers lesquelles vous voulez les faire aller. Ouais. Un chemin. Les soviétiques ont été très forts pour cela. Comment ont-ils conquis le pouvoir en Russie en 1917 avec un slogan, la terre et la paix. Et la majorité des soldats du tsar étaient des paysans qui faisaient la guerre depuis 3 ans, donc qui souffraient, qui étaient des paysans pas toujours propriétaires de leur terre d'ailleurs. On leur dit la terre et la paix. Bah, c'est formidable, ils sont attachés à la terre et la paix, et donc ils se rallient au projet communiste. Ça, c'est la transfusion. Je vais vous donner un exemple beaucoup plus récent, et qui explique les choses. C'est justement, j'y reviens, ça tombe bien puisque Paul Elia va faire un forum sur l'alarmisme climatique le 15 novembre prochain. C'est l'affaire du réchauffement climatique. Pourquoi ça marche? Parce que, si vous voulez, on part d'une idée couramment admise et même observée qu'il y a une certaine forme, il y a un certain réchauffement climatique que vous voyez, parce qu'il fait, c'est vrai, globalement un petit peu plus chaud, que la végétation se déplace, que le vin est un peu plus tannique, que les glaciers reculent. Donc, vous pouvez tout à fait ressentir comme une réalité ce réchauffement climatique. Et à partir de là, ça c'est l'idée, objectivement, que les gens admettent assez facilement. On leur dit, mais c'est à cause de l'homme, voilà, c'est ça. Et c'est une catastrophe. Ouais. Et donc, vous partez d'une idée acceptée, consensuelle, qui est juste, consensuelle et qui est plutôt juste, pour faire accepter d'autres idées, à savoir, c'est l'homme, alors qu'il y a un débat. C'est le cas depuis la nuit des temps que le climat a toujours changé. Le climat a toujours varié. Objectivement, d'ailleurs, il a augmenté. La température en Europe a augmenté d'1,5 degré depuis la sortie du petit âge glaciaire, c'est-à-dire depuis 1850. Bon, avec des hauts et des bas d'ailleurs. Ouais. Ça n'a pas été linéaire, ça a d'abord un peu monté, puis ça a redescendu, puis ça a remonté. Bon, voilà. Donc ça existe depuis la nuit des temps, mais on vous dit, c'est l'homme. Et si vous voulez, là où il y a une habileté stratégique, on vous dit, on a pris 1,5 degré depuis le début de la révolution industrielle. Le début de la révolution industrielle, c'est le début du 19e siècle. C'est aussi la sortie du petit âge glaciaire. Et donc, on cumule, on efface un événement qui est un événement en quelque sorte géologique, géoclimatique, et on dit, ah bah oui, mais c'est la révolution industrielle. Et donc, on vous explique, c'est l'homme. C'est l'homme par les rejets carbonés, etc. Et vous n'avez pas le droit de dire autre chose. Et un scientifique qui veut dire autre chose, il y en a. Il y a des prix Nobel, il y a des anciens, d'ailleurs, Jean du GIEC, etc., qui reviennent de tout cela. C'est très simple, ils ne sont plus invités. Et donc, on n'en parle plus. C'est le consensus par élimination de ceux qui ne sont pas dans le consensus. Et puis, on vous dit, c'est catastrophique. Madame Tondelier, candidate à la présidentielle, a dit... sans être démentie. Moi, je l'ai eu. Elle a dit ça au MEDEF. Il y avait vous savez, le MEDEF avait reçu un certain nombre d'hommes politiques, dont Madame Tondelier. Elle a dit au MEDEF, on ne sait pas si la planète sera habitable dans 30 ans. Ce qui est une sottise absolue, mais que personne n'a osé contredire. Voilà. Et donc, il y a l'alarmisme climatique, alors avec des images très fortes, parce qu'il faut des images. C'est la fonte des glaces, les ours blancs, il n'y en a jamais eu autant, les Maldives qui vont être submergées, ça fait 50 ans qu'on annonce que les Maldives vont être submergées, ça n'a rien changé, ça ne bouge pas. Ça bouge. On vous explique même, on va même vous montrer une photo à Soulac, où vous avez un immeuble qui est tombé dans la mer. Ouais. On vous dit, voilà, la mer avance. Ben non, le trait de côte, ce qu'on appelle le trait de côte, ça bouge. Ouais. Il y a des endroits
où la côte recule, il y a des endroits où la côte avance, ce sont des phénomènes géologiques normaux, mais on explique tout ça, on présente tout ça de manière alarmiste. Donc vous voyez, la transfusion, c'est quoi? On parle d'un fait accepté, plutôt exact, le réchauffement, et après on en tire on dit mais attention, c'est l'homme, et c'est catastrophique. Et à la fin, on vous dit, vous allez avoir des influenceurs sur les réseaux sociaux, sur les sites de gauche et d'extrême gauche, comme Street Press ou Al Jazeera, Agi Al Jazeera, où on va dire, ah moi je veux pas faire d'enfants, je veux sauver la planète. Ouais. Voilà, vous voyez comment on passe. Là aussi, comment on passe d'un message auquel on veut aboutir, je ne vais pas faire d'enfants, à partir du réchauffement climatique d'origine anthropique. On aboutit à la conclusion, je fais pas. Et ça, c'est un message qu'on ne dit qu'aux Européens, accessoirement. Vous écrivez que la propagande a remplacé la religion, les coutumes, les traditions communautaires. Est-ce la rançon des sociétés liquides, contractuelles, hyper individualisées? J'ai une autre question dans la question. Pas de démocratie de masse sans propagande? Il faut des éléments qui coagulent. Voilà. Et à partir du moment où les gens ne sont plus coagulés par des origines communes, une culture commune, une religion commune, des mœurs communes, eh bien oui, la propagande peut faire un peu office de cela. Ceci étant, la propagande n'empêche pas la communautarisation. Et aujourd'hui, on est dans une société qui est à la fois très individualiste, mais en même temps communautarisée. Voilà, on voit des groupes qui se communautarisent indépendamment de la propagande. De nos jours, la propagande est presque un gros mot, hein, un mot compromettant, sinon compromis avec les régimes totalitaires. Le mot communication a-t-il été inventé pour le faire oublier? Oui, je crois que la communication, vous savez ce que c'est qu'un écureuil? Je pense, oui. Oui, un écureuil, vous voyez ce que c'est? C'est un joli petit animal. Voilà, un rongeur. Avec un rongeur, avec une belle queue, ses roues. Enfin, c'est joli, c'est sympa. Qu'est-ce que c'est qu'un écureuil? C'est un rat qui est sorti major d'une école de communication. Et donc, qui s'est un peu transformé, travesti. Et la communication, évidemment, c'est le terme élégant pour faire la propagande. Personne ne va vous dire, je vais faire de la propagande. En l'occurrence, la propagande, c'est quoi? C'est la propagation de la foi, à l'origine, puisque ça vient d'un terme catholique, romain. C'est la propagation de la foi, c'est faire passer ses idées. Alors qu'on peut dire, je suis communicant. On ne le lit pas, mais on dit, je suis communicant. Je suis communicant. Là, quand le type vous dit, je suis communicant... Ah ouais, là, s'en jette. Hein. Oh là, attention, hein, respect. De nos jours, c'est exactement la question que je viens de vous poser. Vous évoquez la succession de campagnes mondiales de propagande, Elan, Black Lives Matter, le Covid, l'Ukraine. Qu'ont-elles en commun et s'agit-il de fabriquer encore et toujours un homme nouveau? Alors, oui, un homme soumis en tout cas. Je serais tenté de dire que la pire propagande, parce qu'elle était la plus proche, la plus quotidienne, c'est ce qu'on a vécu au moment du Covid. C'est quand même absolument incroyable, parce qu'il y a eu de la propagande sur la guerre en Ukraine, par exemple. Quand on est expliqué, dans tous les médias quand même, sauf quelques médias alternatifs, que les Russes avaient fait sauter leur propre oléoduc, Nord Stream, que les gens avaient ça, mais c'était loin. Ouais. C'est loin, on peut-être, bon voilà. Mais la propagande sur le Covid, c'était tous les jours. Et là où c'est très fort, et là où on voit le mécanisme totalitaire, c'est que la propagande d'État sur le Covid, ou d'État et des labos pharmaceutiques sur le Covid, était relayée par les gens eux-mêmes. Puisque c'est les gens eux-mêmes qui imposaient à l'intérieur des groupes professionnels ou à l'intérieur des groupes familiaux, qui imposaient, qui relayaient la propagande. Là, je crois qu'on... Beaucoup ont cédé à cause d'une pression sociale, familiale, professionnelle qui était vraiment innommable. Innommable. Mais, si vous voulez, c'est à mon avis peut-être plus fort que ce qu'il y avait
dans les régimes, ce qu'il y a pu avoir dans les régimes totalitaires. Ouais, bien sûr. Hein. Je pense que c'était Au difficile. moment des Gilets jaunes aussi, il y a une propagande absolument honteuse. Oui, mais qui empêchait pas quand même les gens de circuler Non, c'est vrai. ou de se réunir à Noël. Enfin, Ouais, tout à fait, non, vous avez raison. ça rentrait moins. Oui, il y a une propagande absolument terrible, mais ça rentrait moins dans l'intime, quoi. Voilà. Et là, si vous voulez, ce qui est le contrôle des uns sur les autres. D'ailleurs, on le voit sur la propagande, des relais de la propagande. Généralement, avant la période de Noël, les médias de service public font des kits pour le dîner ou le déjeuner de Noël, pour répondre aux cousins RN ou aux tontons racistes ou Oui, il y a des éléments de langage. Des éléments de langage, comment répondre, c'est-à-dire, au fond, introduire la propagande à l'intérieur du cercle familial avec un avantage. C'est que celui qui est dans le sens de la doxa va la ramener, alors que celui qui est pas dans le sens de la doxa, s'il la ramène, il va avoir l'impression de casser l'ambiance. Voilà. Et celui qui censure, c'est toujours le même d'ailleurs. C'est toujours le même. C'est toujours le camp du bien, comme par hasard. Ah, c'est bien le camp du bien. La fenêtre d'Overton est au cœur de votre démonstration. Pouvez-vous nous la présenter et quels exemples récents montrent ce glissement du disciple vers l'indicible? Du disciple vers l'indicible, pas le disciple. Alors, on peut le voir. Alors, qu'est-ce que c'est que la fenêtre d'Overton? La fenêtre d'Overton, c'est une fenêtre dont les ouvertures se déplacent. Et ce qu'on considère comme la partie fenêtre d'Overton, c'est ce qui est disciple. Ce qui est par là n'est plus disciple, ce qui est par là n'est plus disciple. Et donc, la fenêtre d'Overton, elle se déplace. Alors, je vais vous donner un exemple, et puis je vous donnerai en quelque sorte un contre-exemple, puisque si les uns peuvent déplacer la fenêtre d'Overton, les autres peuvent aussi la déplacer dans l'autre sens, en tout cas agir dans ce sens. Le déplacement de la fenêtre d'Overton, je vais vous prendre le domaine de la, comment on va dire, le domaine sociétal, voilà, pour parler un langage châtié. Il y a, 25 ans, 30 ans, l'idée du mariage entre deux personnes de même sexe était impensable. Et d'ailleurs, quand il y a eu la création du Pax, qui a été plutôt un succès, dans les années 1900, la charnière des années 2000, enfin juste un peu avant, on disait mais on n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin. Et puis on a eu le Pax. Après, on a eu la loi Taubira, le mariage. On a dit on n'ira pas plus loin. Pas de GPA pour tous, pas de PMA pour tous. Et vous voyez, maintenant, on a le paquet global, quoi. Voilà. Et on a maintenant, je vais prendre un autre domaine, le changement de sexe, ou le choix du sexe. Il y a 30 ans, c'était la rigolade. C'était la femme à barbe. Un homme était un homme et une femme était une femme. Un homme était un homme, une femme était une femme. Aujourd'hui, on est limite. Aujourd'hui, c'est de la transphobie. Il y a d'ailleurs eu un exemple assez drôle. Vous savez qu'il y a eu Madame Macron avait engagé un procès en diffamation au motif qu'on avait dit que ça l'avait changé, c'était un homme qui avait changé de sexe, Michel Trogneux, et deux, qu'elle avait détourné un garçon mineur, voilà, Emmanuel Macron. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en première instance, elle a gagné, en appel, elle a perdu. Elle a perdu pourquoi ? D'abord parce que le fait que le garçon avait moins de 15 ans était un fait établi. Donc, bon, mais le fait qu'on ait dit qu'elle ait changé de sexe, les juges ne se sont même pas posé la question de savoir la véracité des choses. Ils se sont dit simplement dire que c'est une diffamation
dire de quelqu'un que c'est un trans, c'est une diffamation, c'est de la transphobie. Or, la transphobie est interdite par la loi, donc ça ne peut pas être une diffamation. Donc, le fait qu'on puisse dire que Mme Macron soit ceci ou cela, ça ne peut pas être diffamatoire, puisque la transphobie, c'est interdit. Ça, c'est la fenêtre d'Overton. C'est absolument dément, quoi. Absolument. C'est absolument dément, quoi. Voilà. Vous voyez, ça, c'est la fenêtre d'Overton. Voilà. Bon, alors, on peut la changer, on peut la déplacer dans l'autre sens, la fenêtre d'Overton. Je prends un autre exemple. Je prends sur l'immigration. Il y a 30 ans, on disait c'est une chance pour la France. C'était très difficile de dire que ce n'était pas le cas. Moi, je le sais, je l'ai dit depuis un certain nombre de décennies. Georges Marchais, Jean-Marie Le Pen. Mais Jean-Marie Le Pen, c'était pas facile. Voilà. Aujourd'hui, ça devient difficile de dire que c'est une chance pour la France. Et on voit très bien on voit très bien que ça coûte cher, on voit très bien que ça contribue à la délinquance, on voit très bien. Et tout ça, on peut le dire, ça se déplace. Ça devient un peu plus tangible. Tangible. Et un mot comme la remigration, qui n'existait pas dans le vocabulaire politique, est apparu il y a une dizaine d'années. Bon, avant, on parlait parfois d'inversion des flux migratoires, c'est un peu la même chose. Mais enfin, la remigration en tant que telle, c'est quelque chose qui était tabou, qui est en train d'arriver sur le débat public. Je ne dis pas que c'est gagné, et encore moins que c'est fait, parce que ça, c'est un autre... Éric Zemmour a proposé un ministère de la remigration lors des dernières élections présidentielles. Il a fait beaucoup avancer les choses. Voilà. Mais ça avance dans tous les pays d'Europe, si vous voulez. Il y a eu, au mois de mai, je crois, un sommet de la remigration à Milan, où j'ai participé, et où il y avait des représentants d'à peu près tous les pays européens. Voilà. Et donc, on peut aussi, nous aussi, on peut déplacer la fenêtre d'Overton. Voilà, deux exemples. Et je dirais que c'est un élément clé de la bataille politique, c'est de déplacer la fenêtre d'Overton. Alors, il faut continuer de la déplacer. Par exemple, il faut renoncer au droit d'asile, tel qu'il est appliqué aujourd'hui. Je vais vous donner deux exemples. La Cour nationale du droit d'asile vient d'ouvrir le droit aux Somaliennes à l'asile en France, simplement par le fait qu'elles sont somaliennes. Elles sont 10 millions. Rendez-vous compte. 10 millions. C'est moins que les Afghans. Remarquez, les Afghans sont 30 millions, donc on s'en tire plutôt bien. Au même moment, M. Trump a dit quota 7500 par an, et en priorité les Sud-Africains blancs. Voilà. Ça, c'est un objectif qu'on doit avoir, de déplacer la fenêtre d'Overton, fermer le droit d'asile tel qu'il s'applique aujourd'hui, fermer le regroupement familial, etc. En tout cas, ouvrir le débat, déplacer la fenêtre d'Overton, parce qu'il faut d'abord changer les opinions discibles, puis les opinions majoritaires, parce que dans la fenêtre d'Overton, il y a les opinions qui, au départ, apparaissent comme marginales, avant de passer dans le centre de la fenêtre. Voilà. Donc aujourd'hui, la remigration, c'est quand même à la périphérie de la fenêtre, il faut la ramener vers le centre. Jean-Yves Le Gallou, comment interprétez-vous la collusion entre GAFA, ONG et gouvernement et médias? Est-ce une conspiration ou une convergence d'intérêts? Alors, sur les GAFA, je serais tenté de dire que la situation est quand même en train de se modifier. C'est vrai. Puisque le livre, j'ai dû l'écrire il y a 2 ou 3 ans. 2022. Ouais, 2022, c'était l'époque où il y avait la censure sur YouTube. Il y a toujours la censure sur YouTube. Il y avait la censure sur Twitter. Aujourd'hui, on est passé à une plus grande liberté. Et vous avez aujourd'hui... Elon Musk a fait le travail. Elon Musk a fait un travail absolument formidable, mais vous avez aussi Pavel Durov. Absolument, sur Telegram. Voilà, sur Telegram. Donc vous avez quand même... même les anciens GAFA, les GAFA type Facebook, Meta, ils sont toujours sur cette logique de censure, mais beaucoup moins. Alors là aussi, il y a un boulot énorme à faire, parce que si vous prenez les IA,
Aujourd'hui, les IA, elles brassent l'ensemble des textes qui existent et les textes les mieux référencés, et les IA, elles vous parlent le politiquement correct couramment, Absolument. y compris d'ailleurs en l'état actuel des choses, l'IA de Musk, à savoir Grok. Mais ça va évoluer aussi, ça. Qui est moins pire que ChatGPT. ChatGPT est gauchiste. Qui est moins pire que ChatGPT, mais qui a encore besoin de fortes améliorations. Je dois dire d'ailleurs qu'on peut aussi nous-mêmes contribuer à éduquer les IA. C'est un travail. Alors évidemment, c'est un travail qui prend du temps. Voilà. Dans un monde saturé d'images, la propagande passe-t-elle désormais par le choc émotionnel plus que par l'argumentation? Et ne sommes-nous pas, nous aussi, par la force des choses, contraints d'axer notre discours sur le registre émotionnel, ne serait-ce qu'en rendant hommage aux innombrables victimes de la société multiculturelle? Je crois qu'on est obligé. L'émotion est une arme. Elle a été utilisée absolument massivement. Elle est utilisée massivement par le camp du bien, y compris pour justifier la submersion migratoire. Vous vous souvenez peut-être l'affaire du petit Thaïlande en 2015. Absolument, la crise syrienne. La crise syrienne, où la photo d'un enfant, un petit enfant, c'est forcément mignon, mort sur une plage au large, turque, a déclenché, a permis d'ouvrir les vannes, puisque elle a sidéré, elle a provoqué un effet de sidération. Et je crois qu'à contrario, de notre côté, nous sommes aussi obligés, on ne peut pas renoncer aux armes qu'offre effectivement la bataille médiatique. Et dans les armes, il y a la raison, il y a les faits, il y a les statistiques. Enfin, les statistiques, ça n'émeut pas. Et il y a aussi les images. On doit aussi utiliser les images. D'ailleurs, nos adversaires veulent tout à fait l'empêcher, puisque quand il y a eu les affaires de Thomas à Crépol ou de la petite Lola, il y a eu la tentative d'interdire la récupération, comme ils disent. Eux, ils ont l'émotion et nous, on a la récupération. Voilà. Eux ont l'émotion, très bonne définition. Merci. Eux ont l'émotion, nous, on a la récupération. Je crois qu'il ne faut évidemment pas accepter ça. Alors là aussi, il y a un petit déplacement de la fenêtre d'Overton du côté de la réaction des familles. Ah, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la famille, pas de récupération. Elle était prise en main par un avocat que le préfet lui fournissait, pour faire simple, et l'avocat parlait au nom de la famille, pas de récupération. Aujourd'hui, les familles se rebiffent. On l'a vu avec Crépol, on l'a vu avec Lola, on l'a vu avec Matisse, pas le jeune là, qui est mort, mais un autre, un footballeur, là, un jeune footballeur qui a été tué dans le 14e, je crois. Donc les familles ne se laissent plus autant manipuler. Et puis, il faut bien le dire, qu'elles ont des possibilités d'expression. Parce qu'avant, la famille qui ne se laissait pas récupérer, elle n'avait aucun accès médiatique. Aujourd'hui, elle va avoir un accès médiatique dans les médias alternatifs ou les médias de transition, type JDD ou CNews. Voilà. Et donc, il y a une possibilité qui est ouverte. Et ça change aussi. Donc là aussi, la fenêtre d'Overton, elle se déplace. Voilà. Je crois que si on regarde avec le recul, on peut dire qu'entre 2000 et 2020, elle s'est déplacée constamment du côté de la gauche et de l'extrême gauche. C'est l'extrême gauche qui tire les choses. Hein. Et que maintenant, alors c'est assez compliqué parce qu'elle peut continuer à aller toujours vers l'extrême gauche, mais elle s'ouvre aussi de l'autre côté. Oui. Vous voyez ? Donc ils sont en train de perdre le monopole. Je serais en train de dire qu'elle est plus large aujourd'hui, parce que ça va plus loin du côté des fantasmes de l'extrême gauche, et ça va plus loin aussi du côté des réalités identitaires. Un mot quand même sur les médias, parce qu'on a coutume de dire qu'en 2017, Emmanuel Macron était le candidat des médias, avec une apparition sur d'innombrables unes, notamment, enfin même pas forcément d'ailleurs des magazines politiques, hein, mais la une de tout un tas de magazines. Est-ce qu'à l'horizon de 2027, on peut s'attendre encore une fois que les médias choisissent un candidat? Est-ce que ça peut être Édouard Philippe? Est-ce que ça peut être Gabriel Attal? En tout cas, ils pourront plus miser sur Emmanuel Macron. Là. Alors, je crois que les médias ont encore une grande capacité, puisque l'opinion, les électeurs, ils choisissent entre ceux qu'on leur propose. Et ceux qu'on leur propose comme susceptibles de gagner.
Alors, là où le jeu des médias va être un petit peu plus compliqué, c'est qu'ils ont perdu leur monopole. Moi, j'ai connu des élections, enfin, dans ma vie politique, dans les années 90-2000, on va dire, 80-90-2000, il y avait un monopole médiatique. Ils parlaient de vous, ils parlaient pas de vous. À l'époque, d'ailleurs, on sort beaucoup de scènes d'intervention de Jean-Marie Le Pen. Il avait une sortie tous les 3 mois. Au mieux. C'était le seul à intervenir, puisqu'il y avait très peu d'espace médiatique, il intervenait tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Et le reste, zéro. Ouais. Zéro. Zéro. Bon. Et donc les médias, ils avaient la possibilité de promouvoir ou d'occulter. Voilà. Ils vont faire pareil en 2027, mais le jeu est plus complexe parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a les médias alternatifs, parce qu'il y a les médias de transition. Et donc, ça sera plus compliqué. Mais évidemment, il y a un moment où je pense que l'extrême centre va dire c'est celui-là le meilleur candidat, Ouais, c'est ça. et donc on le pousse en avant. Voilà. Alors, ça sera probablement Édouard Philippe. Vous savez, il y a une raison pour laquelle ça peut être Édouard Philippe. C'est qu'Édouard Philippe, il a exactement le même parcours que Macron. Ce que je vais vous dire... Macron vient du PS et Édouard Philippe DLR. Oui, mais c'est pas de ça que je voulais parler. Ça peut paraître complotiste, mais c'est purement factuel. En 2014 et 2015, ils se sont succédés l'un et l'autre dans 2 instances internationales qui comptent, à savoir Davos et le Bilderberg. Et ils se sont succédés à 1 an d'intervalle. Donc disons qu'ils ont la confiance d'un certain nombre de forces importantes au plan mondial. Voilà. Et donc Macron, maintenant, c'est fini parce que il a bien contribué à détruire la France, il a un bon bilan. Sauf s'il change la Constitution. Voilà. Oui, sauf s'il change la Constitution. Donc ça peut être Philippe, ça peut être quelqu'un d'autre. Honnêtement, je ne sais pas. Mais il y a un moment. Alors après, c'est très simple. On sort les unes de Voici, de Gala, pas uniquement Paris Match. la presse Paris Match, évidemment. Bon, vous avez un petit peu le même phénomène avec le jeune Sarkozy. Ouais, tout à fait. Hein, alors le jeune Sarkozy, si vous voulez, quand vous faites le bilan du jeune Sarkozy, bon, indépendamment du fait qu'il a, il a été reçu ici d'ailleurs, je crois, le jeune Sarkozy. Non. Oui, non. Chez nous? Non, non. On avait assisté à une de ses signatures, mais il est pas venu. Oui, voilà, mais il est assez bon d'ailleurs. Bon, il a des qualités, le jeune Sarkozy. Il se présente au municipal de Menton d'ailleurs. Il se présente au municipal de Menton, comme papa s'était présenté au municipal de Neuilly à 27 ans. Donc il a des qualités, il a le nom. Et alors, il a quand même 2 atouts absolument majeurs. C'est le filleul de Martin Bouygues. Donc Martin Bouygues, c'est quand même l'empire TF1. TF1, LCI, etc. Donc ça aide à obtenir des passages. Et c'est le beau-fils d'Athias, le mari de Cécilia, sa mère, et qui est là à la tête d'une des principales entreprises mondiales d'organisation d'événements et qui doit être basée non pas au Qatar mais à Abu Dhabi, je crois. Voilà. Donc, si vous voulez, il a des appuis extrêmement puissants, des gens qui peuvent dire vous l'invitez et à partir du moment où on parle de lui, eh bien, c'est bon pour lui, quoi. Voilà. Hein, donc là, il y a une possibilité considérable. Et puis, il y a ceux qu'on peut simplement occulter, parce qu'on choisit d'occulter. Alors, c'est pas complètement... le jeu est quand même plus ouvert qu'avant. C'est-à-dire que la révolution, moi j'ai dit à un moment, je ne sais pas si j'ai écrit dans les mémoires identitaires, j'ai eu une bonne nouvelle dans ma vie politique, une, pas 12, c'est Internet. Alors ça a mis du temps et puis ça va me dire que ça a des effets pervers, évidemment que ça a des effets pervers comme tout, mais ça a ouvert la donne, quoi, voilà. Vous parlez de résistance au goulag mental. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes Européens pour garder l'esprit libre? Quelle philosophie de désintoxication intellectuelle? Lire des fondamentaux pour se constituer
le socle de réflexion et de pensée qui permet d'avoir l'esprit critique. Ouais. Donc là, il faut lire, il faut travailler, il faut lire. C'est pas évident parce que l'écran accapare. Vous voyez, moi, je suis pas de la génération des jeunes Européens, je suis de la génération des vieux Européens. Eh bien, je lis moins qu'avant parce que et donc j'imagine qu'un jeune qui n'a connu que l'écran, c'est beaucoup plus difficile. Et pourtant, c'est indispensable pour fournir un socle. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de suivre des formations. Alors, il peut y avoir des formations politiques type IFP, que beaucoup suivent et qui sont très bonnes. Et puis, il y a des formations, on va dire, plus fondamentales, plus historiques et s'inscrivent dans la longue durée, comme les formations de l'Institut Iliade. Ben, se former en lisant et en suivant des formations. Parce que sinon, le liquide emporte tout. Et la dimension de garder l'esprit libre, l'esprit critique face au monde qui nous entoure, comment est-ce que vous analysez ça? Comment parvenir, lorsqu'on est un patriote français, à garder un peu de recul et de hauteur sur ce qui nous entoure? Bah, il faut avoir une des qualités essentielles, c'est le doute. Tout le temps? Ah oui, un peu, oui. Ouais. Alors, je sais bien que le doute, c'est destructeur, mais dans une société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, il faut avoir le doute, en tout cas, sur tous les dogmes avancés. Voilà. Parce que si vous n'avez pas le doute sur tous les dogmes avancés... Alors, quand je dis le doute, il faut le double doute, vous voyez. C'est-à-dire que je prends l'exemple, on vous dit... Poutine est méchant, Zelensky est gentil, il faut avoir le doute. Mais il ne faut pas non plus dire Poutine est formidable, il faut garder le double doute. Bon, de même, je reprends l'exemple du climat et de l'alarmisme climatique avec le forum Polémia. Il faut avoir le doute sur la doxa, mais il faut aussi garder le doute sur le doute. Il ne faut pas gober non plus l'inverse de la doxa, parce que l'inverse de la doxa n'est pas forcément toujours exact. Voilà. Donc ça demande un peu de travail. Voilà. Merci infiniment, Jean-Yves Le Gallou, d'avoir été l'invité de Trait d'Union, auteur de La Société de propagande, manuel de résistance au goulag mental. C'était un véritable plaisir de vous accueillir dans Trait d'Union. Vous avez passé un bon moment, Jean-Yves Le Gallou? Mais très bon moment, je reviendrai. Eh bien, écoute, merveilleux. Merci à tous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous dans Trait d'Union. On va marquer un court instant de publicité, environ 5 minutes. On se retrouve juste après pour une nouvelle émission